Il y a Thérèse qui dit comment garder la connexion entre les synapses afin d'éviter les fuites de mémoire. Alors, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois et j'en parle même dans l'une de mes formations qui s'appelle Apprendre à apprendre. Parce que moi, j'estime que on ne devrait pas prendre un enfant, mettre cet enfant à l'école, commencer à lui donner des livres, des documents et lui dire il faut lire, il faut étudier, sans lui expliquer comment son cerveau fonctionne. Alors que même ses parents ne connaissent pas comment son cerveau fonctionne. Alors que ses parents n'ont même pas la notice du cerveau pour lui montrer ou plutôt pour utiliser des techniques qui vont lui permettre de retenir de manière efficace. Alors, en ce qui concerne la mémoire, il y a deux choses qu'il faut retenir sur la mémoire. Je n'ai pas envie d'entrer dans des choses trop techniques qui vont vous perdre inutilement. Il y a deux choses à retenir sur la mémoire. Pour avoir une bonne mémoire, la première chose qu'il faut retenir, c'est la charge émotionnelle. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est la consolidation. Retenez juste les deux ici. Je vais expliquer chacune. Mais retenez que pour avoir une bonne mémoire, il y a la charge émotionnelle et il y a la consolidation. Je vais commencer par la charge émotionnelle. Avec la charge émotionnelle, il y a un exemple que j'aime prendre qui est, je veux dire, qui fonctionne à chaque fois. Si vous rencontrez une femme qui a déjà accouché et vous lui posez la question qui est celle de savoir votre premier accouchement, c'était quand? C'était dans quel hôpital? Lorsque l'enfant est né, il avait quelle masse? Vous allez vous rendre compte que la femme se rappelle de tout ça. Elle peut même vous expliquer le contexte dans lequel elle a accouché. Elle peut même vous expliquer comment elle venait à l'hôpital. Elle peut même vous expliquer comment est-ce que les contractions ont commencé. Elle peut vous expliquer même combien de temps environ elle a eu à mettre pendant le travail jusqu'à l'accouchement. Elle peut vous expliquer même ce qui s'est passé immédiatement après. En fait, la seule chose qui pousse une femme à retenir des informations pareilles pendant 20 ans, pendant 30 ans, parce que si vous rencontrez une femme qui a 50 ans et vous lui demandez de vous parler de sa première grossesse, même si cette grossesse a eu lieu il y a 30 ans, elle va vous expliquer. Mais la question que vous devez vous poser, mais comment elle fait pour retenir de manière aussi approfondie un événement qui s'est produit 30 ans avant? Il y a une seule chose qui explique cela, c'est la charge émotionnelle. Il n'y a pas une autre chose. C'est parce que c'est un événement qui a été lié à beaucoup d'émotions, notamment des émotions comme la douleur, des émotions comme la joie, des émotions comme la satisfaction de mettre au monde un enfant. Ce qui fait en sorte que cet ensemble d'émotions-là font en sorte que l'information reste gravée dans le cerveau. Et là, je l'explique régulièrement, notamment avec une partie du cerveau qui s'appelle le système limbique, qu'on appelle encore le cerveau limbique. C'est une partie, qui contrôle les émotions, la mémoire et la prise de décision. Et le fonctionnement dans ce système est basé sur un organe qui s'appelle l'hippocampe. Ça veut dire que quand les informations arrivent au niveau de votre hippocampe, l'hippocampe va relier ces informations avec vos organes de sens, comme par exemple le goûter, comme par exemple, je veux dire par exemple la langue qui est un organe de sens qui va se charger par exemple du goût, comme par exemple l'odorat, comme par exemple l'ouïe, comme par exemple la vue, comme par exemple le toucher. En fait, ça va lier tout ce qui se produit au niveau de vos organes de sens avec cet organe. Et ça va créer ce qu'on appelle des alliages spécifiques. C'est ça qui permet de conserver la mémoire pendant longtemps. C'est un peu comme des influx nerveux. Ce n'est pas comme un ordinateur où c'est stocké dans une carte mémoire ou dans un disque dur. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est le fait que vous allez vous rendre compte que parfois vous restez là, vous humez une odeur et ça vous rappelle directement quelque chose. Vous pouvez arriver quelque part, vous humez une odeur et vous dites, on est en train de préparer le riz sauté quelque part ici. Vous arrivez quelque part, vous humez une odeur et vous vous dites, il y a le haricot qu'on est en train de préparer quelque part ici. En fait, vous savez ce qui vous permet d'avoir ces informations? Ce sont ces alliages spécifiques-là. C'est parce qu'on a déjà préparé du haricot devant vous. Ou alors, vous avez déjà préparé du haricot. Vous avez déjà ressenti l'odeur du haricot qu'on est en train de préparer, qu'on est en train de faire cuire. Vous avez déjà mangé du haricot et vous avez ressenti l'odeur de ce haricot que vous êtes en train de manger. Donc, votre hippocampe a créé un alliage spécifique entre l'odeur du haricot et le haricot. Ce qui fait en sorte que chaque fois que vous allez ressentir une odeur similaire, l'information là va revenir, c'est-à-dire la mémoire correspondante à cet alliage là va revenir et ça va vous permettre de vous rappeler à nouveau de cela.
C'est comme ça que ça fonctionne. Parfois, vous pouvez fermer les yeux, vous touchez quelque chose et en touchant, ça vous permet de savoir un peu de quoi il s'agit. Vous pouvez fermer les yeux, vous touchez par exemple une télécommande et vous savez que ça c'est la télécommande. Comment est-ce que votre cerveau sait que c'est la télécommande? C'est parce qu'il y a déjà un alliage spécifique qui s'est créé avec cet organe du toucher et l'hippocampe et la relation et la connexion qui a été créée entre cela. C'est ça qui vous permet de pouvoir vous rappeler de ça. Donc, il y a donc cette forte charge émotionnelle qui se crée lorsque des événements produisent des émotions en vous. Il y a plusieurs formes d'émotions. Il y a des émotions primaires comme par exemple la peur, comme par exemple la colère. Il y a des émotions composées qui sont des ensembles d'émotions qui se mettent ensemble pour produire d'autres émotions. Là, je vous invite à regarder une roue. Ça s'appelle la roue des émotions. Vous partez sur n'importe quel moteur de recherche. Vous tapez la roue des émotions. Vous allez voir une roue dans laquelle il y a ce qu'on appelle des émotions primaires et les émotions composées. Et l'un des meilleurs moyens de retenir une information pendant longtemps, c'est d'associer cette information à des émotions. Soit vous provoquez l'émotion pour pouvoir retenir l'information pendant longtemps, ou alors parfois c'est par inadvertance que l'émotion se produit parce que ça ne dépendait pas forcément de vous. C'est pour ça que vous allez voir, vous allez toujours vous rappeler de toutes les scènes qui ont été liées à des fortes émotions. Si vous avez été victime d'un accident, vous allez vous rappeler de la scène. Sauf si peut-être après l'accident, vous avez eu ce qu'on appelle une amnésie post-accident qui fait en sorte que peut-être vous ne vous rappelez plus de ce qui s'est produit après l'accident, mais parfois vous allez vous rappeler de ce qui s'est produit avant. En fait, tout ce qui s'est produit dans votre vie et qui vous a généré beaucoup d'émotions, par exemple, le jour de votre mariage, par exemple, si vous aviez été une fois bastonné, par exemple, par quelqu'un, vous allez vous retenir de cela parce que c'est lié à des fortes émotions. Donc, comme je disais, la première chose à retenir, c'est que pour pouvoir avoir une bonne mémoire, il faut associer ce que vous faites à des émotions. Parce que avec les émotions, ça vous permet de retenir plus facilement. Pourquoi? Parce que dans le système limbique, qui est dans le système dans votre cerveau qui contrôle les émotions, ce système contrôle aussi la mémoire avec le mécanisme que j'ai expliqué tout à l'heure. Et c'est un système qui contrôle aussi la prise de décision. C'est pour ça que les émotions et la mémoire sont liées. Alors, la deuxième chose, c'est ce que j'ai appelé la consolidation. Si vous voulez avoir une bonne mémoire, il faut pouvoir consolider les connexions donc qui se créent entre l'hippocampe et les organes de sens. Alors pour consolider, il y a deux techniques pour consolider. Il y a ce qu'on appelle la consolidation consciente, il y a ce qu'on appelle la consolidation inconsciente. Alors la consolidation consciente, c'est par exemple quoi? C'est par exemple du fait que vous voulez lire ce livre. Alors ce livre s'appelle Le Grand Livre de la Vente. C'est un très bon livre que je vous recommande, Le Grand Livre de la Vente. Alors c'est un livre qui fait 683 pages. 683 pages. Vous décidez de lire ce livre. La consolidation consciente, comment est-ce que ça fonctionne si vous voulez retenir les informations qu'il y a dans ce livre? Ce n'est pas de prendre le livre et de lire jusqu'à la fin, en 2 jours, 3 jours, et de dire « j'ai fini ce livre » et de vous vanter sur Internet en disant « oui, le grand livre de la vente là, oui, j'ai lu ça, oui, c'est un livre vraiment, le livre de Nicolas Caron là, c'est un très bon livre, j'ai lu ça entièrement, c'est très pertinent. » Et voilà, il parle du marketing à l'intérieur, il parle de la vente, il parle de la communication, etc. En fait, la seule chose que vous allez retenir de ce livre, c'est le souvenir que vous avez lu. Si vous procédez comme ça. Vous allez juste vous souvenir que vous avez lu ce livre. Mais vous ne pourriez pas vous rappeler de manière profonde et approfondie des connaissances magnifiques qu'il y a à l'intérieur parce que vous n'utilisez pas de manière optimale la consolidation consciente. Alors, comment est-ce que ça s'utilise, la consolidation consciente, avec l'exemple du livre? Alors, vous prenez un livre comme celui-ci. Vous regardez le nombre de pages. Je vous ai dit c'est 683 pages. Vous vous donnez un objectif par rapport à la lecture de ce livre. Vous vous dites par exemple, ok, j'ai envie de lire ce livre, par exemple, en 30 jours. Il faudrait que je finisse la lecture de ce livre en 30 jours. Alors, je vais faire le calcul. Je vais prendre la calculatrice. Je vais taper le nombre de pages du livre. Le livre, je vous ai dit, c'est 683. Donc, je tape 683 et je vais diviser par 30 jours. Ça me donne 22,76. On peut dire 23 pages. Ça veut dire que vous devez lire 23 pages de ce livre par jour pendant 30 jours afin de pouvoir finir le livre en 30 jours. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Vous décidez que vous allez lire tous les jours entre 5 heures
et 5h30. C'est un exemple. C'est à vous de décider. Ça peut être le matin, ça peut être pendant la journée, ça peut être le soir, ça peut être au coucher. Ça dépend de vous. Vous décidez de lire, par exemple, entre 5h et 5h30. C'est-à-dire, entre 5h et 5h30, vous vous levez à 5h, vous lisez 23 pages. Dès que vous arrivez à la page 23, vous pliez le livre. Vous savez que vous pliez la page qui est au niveau de la page 23 parce que vous avez fini. Vous vous arrêtez là. Dès que vous finissez, vous prenez un bloc-notes. Vous avez votre bloc-notes. Le bloc-notes, il peut être physique, il peut être électronique. Ça peut être un bloc-notes sur votre téléphone. Vous prenez un bloc-notes. Dans votre bloc-notes, vous allez faire quelque chose. Vous allez prendre des notes en lisant. Alors ça dépend de tout un chacun. Il y a des personnes qui savent prendre des notes en lisant. Il y a des personnes qui prennent des notes après avoir lu. Ça va dépendre de vous. Il n'y a pas une technique qui est forcément meilleure que l'autre. Ça dépend de ce qui vous convient le mieux. Alors, vous prenez donc un bloc-notes. Ça peut être que vous avez le bloc-notes avec le livre et vous prenez les notes au fur et à mesure. Ou alors, vous faites un résumé à la fin. C'est que vous allez prendre votre livre. Vous allez mettre jour 1. Jour 1, vous faites un résumé de ce que vous avez lu des 11 pages. Parce que quand on lit un livre, le but n'est pas de retenir par cœur. Il faut bannir ça. Ça veut dire, retenez ce que je viens de dire ici. Il faut bannir définitivement de votre cerveau qu'il faut retenir par cœur. Ça ne sert à rien de retenir par cœur. Ça vous sature le cerveau inutilement. Inutilement. Arrêtez de retenir par cœur. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien de vouloir retenir par cœur. C'est l'une des choses même qui crée des trous de mémoire, inutilement. Parce que votre cerveau va commencer à apprendre par la rétention par cœur. Ce qui fait que si vous oubliez un seul mot, vous allez oublier tout l'algorithme de ce que vous avez retenu. Et ce n'est pas pertinent. Ça ne sert absolument à rien de retenir par cœur. Donc, quand vous avez lu les 23 pages, vous devez pouvoir faire un résumé de ces pages en vos propres mots. Ça veut dire que vous allez noter les points clés que vous avez retenus. Et en vos propres mots, vous faites un résumé des 11 pages, ou plutôt des 23 pages. Et dès que vous avez fait ça, vous notez le temps que ça vous a pris pour lire. Ça, c'est très important. Ça veut dire que quand vous commencez à lire, vous mettez directement un chrono. Le chrono, ça peut être sur votre montre, si vous avez une montre connectée. Ça peut être sur votre téléphone. Ça peut être sur un chronomètre. Ça dépend de ce que vous avez pour faire le chrono. Vous mettez un chrono et vous dites, OK, le jour 1, j'ai lu pendant 30 minutes mes 23 pages. Et voilà le résumé. C'est bon. Vous pouvez, cet objectif de la journée, il est atteint. C'est-à-dire que dans votre to-do list, vous considérez que voilà, l'objectif lecture, du moins de ce livre, est terminé. Le lendemain, vous vous réveillez encore à 5 heures. Avant de lire les 23 prochaines pages, vous relisez le résumé du jour 1. C'est-à-dire que vous allez prendre le résumé du jour 1, vous le relisez. Et dès que vous finissez de lire le résumé du jour 1, vous essayez de bien comprendre à nouveau ce que vous avez lu le jour 1. Et dès que vous avez fini de le faire, vous prenez votre livre, vous arrivez à la page que vous avez pliée, vous dépliez et vous continuez à lire 23 autres pages. Dès que vous lisez encore 23 autres pages, vous faites la même chose, vous pliez, vous faites le même exercice dans votre bloc-notes et c'est un objectif atteint pour la journée. Vous le faites pendant 30 jours. Et c'est à ce niveau qu'on va donc voir ceux qui sont disciplinés. Parce que la discipline consiste donc à le faire chaque jour sans sauter. Et comme vous n'avez pas vous lever un jour et dire que non, j'ai trop dansé la nuit, je suis fatigué, je vais lire plutôt demain. Non, si vous commencez à faire ça, vous détruisez la consolidation consciente qui se produit par un mécanisme de répétition disciplinée. Vous le faites chaque jour pendant 30 jours. Parfois, ça peut arriver que vous n'avez pas pu lire peut-être à 5 heures. Oui, ça peut arriver. Vous remettez à une autre heure de la journée. Ça peut être plutôt le soir, ça peut être plutôt le matin. Ça peut être à n'importe quel moment, mais vous devez absolument le faire pendant les 30 jours. Maintenant, pour des raisons de force majeure, ça peut arriver qu'un jour, vraiment, vous n'avez pas pu lire. Ça peut arriver. Peut-être vous êtes malade ou alors peut-être vous avez eu vraiment quelque chose de grave qui vous a empêché de lire.
Ce n'est pas grave. Vous allez juste prendre le jour où vous auriez dû lire, vous mettez la raison qui vous a empêché de lire, c'est tout simplement ça. Et le jour prochain, vous continuez. À la fin des 30 jours, vous faites une évaluation. Je m'étais donné un objectif qui était celui de lire les 683 pages en 30 jours. Qu'est-ce que j'ai atteint comme objectif? Vous prenez votre bloc-notes et vous faites le calcul. En 30 jours, j'ai lu tel nombre de pages. En 30 jours, j'ai fait tel nombre de résumés. En 30 jours, mon temps de lecture moyen était de tel. Pour calculer le temps de lecture moyen, c'est simple. Vous prenez le nombre de temps que vous lisiez par jour, vous additionnez et vous divisez par le nombre de jours. C'est-à-dire que si vous avez lu pendant 30 jours et que chaque jour, vous avez lu pendant 30 minutes, vous faites 30 minutes, vous additionnez au fur et à mesure en fonction du nombre de jours parce que forcément, vous n'allez pas lire le même nombre de temps par jour parce que le livre n'a pas la même complexité en fonction des pages. Parce qu'il y a des pages qui sont plus compliquées à comprendre que d'autres. Il y a des pages qui expliquent des notions plus complexes que d'autres. Il y a des pages qui ont des tableaux qu'il faut comprendre par rapport à d'autres pages qui n'en ont pas. Donc, ce qui fait que parfois, les 23 premières pages, vous pouvez lire ça pendant, je sais pas, pendant 20 minutes, 30 minutes, ça dépend de votre vitesse de lecture. Et puis, d'autres pages, vous allez lire peut-être pendant 40 minutes, pendant 50 minutes. Mais il faut trouver le temps de lecture moyen qui vous a permis de lire 23 pages. Ça, c'est très important. Et à la fin, donc, des 30 jours, vous devez pouvoir savoir quel est le pourcentage d'atteinte de l'objectif que vous vous êtes fixé au début. Si l'objectif était de lire 683 pages et vous avez lu 500 pages, il faut calculer. Donc, vous allez faire juste une règle de 3. Ça veut dire 683 pages correspond à 100% d'atteinte de l'objectif. Maintenant, les 500 pages que j'ai lues correspondent à combien de pourcents? C'est une règle de 3, tout simplement. D'ailleurs, on va calculer X qui est égal à 500 fois 100 divisé par 683. Donc, je vais prendre ma calculatrice pour calculer. Vous pouvez calculer avec moi pour qu'on ait le même résultat. Donc, je prends la calculatrice et je vais taper 500 multiplié par 100 divisé par 683. Alors, ça me donne 73,20. Donc, X est égal à 73,20%. Donc, en 30 jours, en ayant lu 500 pages, vous avez atteint 73,20% de l'objectif que vous vous étiez fixé au début des 30 jours. Mais c'est un objectif qui est intéressant. C'est-à-dire que si vous avez un objectif de 683 pages à lire, et que vous avez pu lire 500 pages, ce qui représente 73%. Mais j'ai envie de dire, si c'était un étudiant dans une salle de classe, il aurait eu une très bonne note. Ça veut dire, vous ne devez pas vous blâmer parce que vous n'avez pas atteint l'objectif. Par contre, vous devez mesurer votre atteinte de l'objectif. Ça, c'est très important. Vous devez pouvoir savoir, j'ai atteint combien % de l'objectif dans le délai de temps que je m'étais fixé. Parce que c'est ça qui va vous permettre de vous améliorer. Comme j'aime souvent dire, on n'améliore pas ce qui ne se mesure pas. Tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc, ne faites aucune action sans mesurer. Ce n'est pas pertinent. Si vous devez lire, il faut mesurer. Parce qu'après ça, vous allez aussi mesurer le temps moyen de lecture. Si votre temps moyen de lecture, c'est 30 minutes. Si vous avez 30 minutes de temps moyen de lecture, vous devez évaluer en un mois. C'est-à-dire en 30 jours, si c'est le cas de figure de ce qu'on vient de faire. Ça vous a pris combien d'heures de lecture? Vous devez évaluer le nombre d'heures de lecture là. Ça représente combien de jours sur un mois? Et quand vous allez calculer ça, si vous vous rendez compte que c'est beaucoup, la chose suivante que vous devez faire, c'est comment faire pour lire rapidement? C'est la prochaine question que vous devez vous poser. Comment faire pour lire rapidement? Et là, vous pouvez par exemple télécharger le guide de la lecture rapide. Vous pouvez taper sur un moteur de recherche le guide de la lecture rapide et vous ajoutez PDF. Ou alors pour faire simple, vous tapez guide, un mot, ensuite vous tapez lecture, un mot, ensuite vous tapez rapide, un mot, ensuite vous écrivez PDF. Si vous tapez ces 4 mots-clés dans un moteur de recherche, maximum les 5 premières pages qui vont s'afficher, vous allez voir dans le livre en question. C'est un livre qui est gratuit, qui vous permet de lire rapidement. C'est de ça qu'il s'agit.
Parce que là, vous allez comprendre que vous avez besoin d'apprendre à lire plus rapidement. C'est lorsqu'on fait ce type d'exercice qu'on comprend l'importance de se former. Parce que quand vous ne faites pas ça, vous avez l'impression que se former ne sert à rien. Mais quand vous allez faire ça, vous allez vous rendre compte que, mais attends, si je dois être aussi lent, parce que si vous vous rendez compte que vous lisez 23 pages en 1 heure ou en 2 heures, ce qui est trop long, ça veut dire que vous ne pourriez pas lire beaucoup de livres. Ça veut dire qu'en un an, le nombre de livres que vous allez lire sera trop petit. Parce que vous n'avez pas que les livres à lire, vous avez beaucoup d'autres choses à faire. Vous allez donc comprendre qu'il est important d'apprendre à lire plus rapidement. Et quand vous allez comprendre que c'est important d'apprendre à lire plus rapidement, vous allez aller chercher comment faire pour lire plus rapidement. Vous allez aller vous former. L'avantage, c'est qu'il y a Internet. Donc, vous pouvez aller en ligne. Je vous ai donné les mots-clés sur les moteurs de recherche, par exemple, pour avoir le guide de la lecture rapide. C'est un livre qui est très intéressant, qui vous donne les techniques pour lire rapidement. Et surtout, ça va vous montrer à quel point il est important de se former. Ça va vous montrer à quel point il est important de diversifier ses connaissances et ses compétences. Mais l'élément le plus fondamental, c'est que ça va développer votre discipline. Parce que si vous réussissez à faire ça pendant 30 jours, c'est-à-dire vous levez tous les jours à 5 heures, lire pendant 30 minutes et vous faites ça pendant 30 jours, en réalité, ça va développer votre discipline dans toute votre vie. Parce que maintenant, quand vous allez vous fixer un autre objectif dans un autre domaine, vous seriez aussi discipliné. Quand vous allez décider, par exemple, d'aller prospecter des clients tous les jours pendant au moins 1 heure de temps, vous serez aussi discipliné parce que la discipline se construit aussi et ça développe dans cette consolidation consciente. Et la deuxième chose, c'est la consolidation inconsciente. La consolidation inconsciente, en général, se produit pendant le sommeil. C'est pour ça qu'il est très recommandé de lire, par exemple, avant de dormir. Il est très recommandé d'étudier avant de dormir. Pourquoi? Parce que pendant votre sommeil, votre cerveau n'arrête pas de fonctionner. Pendant votre sommeil, il y a ce qu'on appelle la consolidation inconsciente qui permet à ce que vous puissiez consolider davantage les informations dont vous avez bénéficié tout au long de votre heure d'éveil. Donc, voilà donc les 2 techniques fondamentales à retenir pour avoir une mémoire optimale. Donc, 2 choses à retenir, c'est la charge émotionnelle et la deuxième chose, c'est la consolidation. Il y en a 2, consciente et inconsciente. Voilà. Vous allez m'excuser d'expliquer pendant longtemps parce que je sais qu'il y a forcément beaucoup d'autres personnes qui peuvent avoir les mêmes types de problèmes et ça va permettre de répondre aussi à d'autres types de questions pour ne pas avoir à répondre à toutes les questions alors qu'une question peut permettre de répondre à plusieurs autres.